Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par regarder un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran, qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy, avec au programme aujourd'hui le danger des images sensibles diffusées à la télévision chez les enfants. On voit ça dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech. Benoît Grunemwald est avec nous aujourd'hui. Plaisir de vous retrouver. Benoît, quel va être l'objet de votre chronique? Eh bien aujourd'hui on va parler du vol de smartphones et des données qui peuvent elles aussi être volées. Et ça nous arrive malheureusement trop souvent. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. Le comportement des ados laisse parfois les parents sans voix et ce serait la faute à leur cerveau qui n'en finit pas de mûrir, de se développer aussi. Et bien tout ça, ça s'explique par la science. Notamment, vous allez voir, on en parle avec notre invité. Il est avec nous en plateau aujourd'hui. Bonjour Jérémy Coron. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur le également. plateau de l'école du futur. Vous êtes spécialiste en neuroproductivité et auteur de ce livre « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif » qui est depuis quelques jours disponible dans les librairies chez Erol. On va en parler dans un instant justement du fonctionnement du cerveau des enfants et des adultes, juste après le focus. Pour sensibiliser les enfants et les parents à l'utilisation maîtrisée du numérique au sein des foyers, le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran qui invite, vous allez le voir, à un usage un peu particulier du numérique et surtout maîtrisé. On découvre un nouvel épisode tout de suite. Attention, c'est le JT, à couvert. Attention, c'est des images de guerre, ça va être moche, fermez vos yeux. C'est bon, c'est fini. Pas encore. Bon, fermez les yeux. Et la bourse de Paris termine en hausse, plus 0,3%. Miami, place tournante. Tu m'expliques? Eh ben, comme ça, au moins, aucun risque qu'ils voient des images choquantes. Faut juste que je les guide pour pas qu'ils se cognent. Je te ficherais des images choquantes, fallait éteindre la télé. Bah oui, il suffit de changer de chaîne. J'ai perdu la télécommande. Les hommes de la brigade des stupes traquent les narcotrafiquants nuit et jour. La guerre est sans pitié et permanente. Une seule mission pour ces... Entre les actualités, les séries, les films et même parfois les bandes annonces diffusées en pleine journée, il y a des risques. Alors si c'est juste pour nous mettre en fond sonore et qu'on ne sert pas, il suffit de nous éteindre. Ça fait du bien d'être au calme, croyez-moi. Et on va mettre la table. Selon notre invité, notre cerveau serait programmé pour la survie et non pour la productivité. Et tout ça, ça expliquerait en tout cas les comportements comme la procrastination, la perte de concentration ou la démotivation chez les jeunes. Et alors pour y remédier, il faudrait repartir de zéro, sortir le cerveau de sa zone de confort, voire même le hacker afin de mettre à profit son potentiel inexploré. On va tenter de comprendre comment et pourquoi avec notre invité justement tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, justement, à nos côtés pour en parler, Jérémy Coron, spécialiste en neuroproductivité et donc auteur de ce livre « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif », disponible depuis quelques jours chez Erol. Première question pour commencer peut-être, Jérémy, une question assez vaste qui va nous permettre de poser le décor. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement du cerveau qu'on a tous et notamment du cerveau des jeunes? On sait que le cerveau déjà effectivement est programmé non pas pour être productif, c'est le titre du livre, mais pour survivre, et ça vous l'avez très bien dit. La survie passe par notamment un levier principal que le cerveau aime avoir, c'est de l'énergie à disposition. Donc tant par l'économie d'énergie au quotidien, c'est pour ça que le cerveau aime les raccourcis en quelque sorte, tant par le fait que de récupérer l'énergie par l'alimentation, le sommeil ou encore le mouvement, tel que le sport, etc. Sauf que le problème aujourd'hui, et tout le monde le sait, on manque de sommeil, on mange de plus en plus mal, c'est pas un secret que de le dire, je pense, et donc tout ça, effectivement, le cerveau en fait en fait les frais, en quelque sorte. Et donc en n'apportant pas assez d'énergie au cerveau humain, malheureusement, être productif, être concentré, être motivé, avoir de l'attention, et j'en passe, eh bien également, ça en fait les frais à leur niveau. Parce que le cerveau n'étant pas rassuré quant à sa productivité, à sa survie, ne peut pas simplement allouer l'énergie nécessaire aux fonctions qu'il juge comme étant secondaires.
Donc tout ça, ça s'explique par la science, c'est ce que vous nous dites notamment dans ce livre. Vous le savez, les ados, ils nous rendent fous à chiller sur le canapé, collés sur leur téléphone. Ils se mettent parfois dans des situations dangereuses. Ils n'arrêtent pas de remettre à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui. On dit souvent que c'est en raison de leur âge, mais en fait, tout ça, ce que vous nous dites, c'est que ça s'explique, c'est inhérent en fait au fonctionnement de leur cerveau. Alors l'âge joue aussi, effectivement, car ils ont moins de possibilités d'inhibition des contrôles, on va dire, spontanés. Ça, c'est une chose. Mais oui, aussi, le cerveau pose problème par rapport à ça. Du moins, la société pose problème plus que le cerveau. Parce que le cerveau n'a pas pu évoluer au rythme de la société. Et ça, c'est un véritable problème. Et les réseaux l'ont très bien compris. Pourquoi les réseaux sont si addictifs? Car ils provoquent de la dopamine dans le cerveau, tant des adultes qu'au niveau des jeunes. En effet, entre faire ses devoirs et aller sur les écrans, il y a une activité qui est rébarbative, qui n'apporte pas de plaisir immédiat, qui n'apporte aucun résultat, aucune gratification même, versus aller sur Instagram, voir des notifications, voir ses amis, découvrir un peu les potins du monde entier qui, là, véritablement revêt un attrait pour le cerveau humain. Donc entre l'un ou l'autre, effectivement, je choisis naturellement Instagram, les réseaux, les médias ou même la télévision, parfois. Qui est le plus simple par rapport effectivement à l'entraînement du cerveau aussi. C'est ça, zéro dépense d'énergie, et même on voit très bien avec TikTok qui a encore facilité les choses, il n'y a pas de recherche à faire pour trouver des contenus. On scrolle simplement. Et c'est la raison pour laquelle TikTok l'a emporté aujourd'hui sur les autres médias qui demandent de faire des recherches. Donc moins on en fait, mieux on se porte pour le cerveau, encore une fois. C'est ce que vous nous dites. Est-ce qu'on attend d'un enfant qu'il soit productif? Parce que le nom de votre livre, Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif. Est-ce qu'aujourd'hui, on attend de quelqu'un, et notamment d'un jeune, d'être productif, Jérémy? Productif, c'est un terme effectivement qui est un peu galvaudé, où on pense presque à sacrifier sa vie personnelle pour simplement faire plus de choses. Donc non, par rapport à un enfant, non. Mais on attend d'un enfant, par contre, désolé, mais qu'il joue dehors, qu'il s'amuse, qu'il teste des choses, qu'il expérimente. Et donc les écrans, et donc véritablement cette notion d'attrait par rapport à la simplicité, empêchent les enfants aujourd'hui de faire ça. Ils sont plus souvent devant les jeux vidéo qui apportent des bénéfices, évidemment, mais versus la nature, l'expérimentation, les tests, toucher la terre, aller par terre, etc., il y a deux mondes. Et ça nourrit aussi leur cerveau, c'est ce que vous nous dites. Le cerveau, et pas que, aussi l'immunité, le microbiote, beaucoup de choses. L'interaction, la compréhension du monde. Et effectivement, aussi le cerveau apprend par des erreurs. Quand on tombe, quand on grippe à un arbre, certes, il peut y avoir des risques, mais surtout, on apprend de la chute. On apprend à ne pas reproduire le comportement qui a mené à la chute. Et c'est vraiment essentiel. Comment ça s'explique? Qu'est-ce qui se passe concrètement, Jérémy, dans notre cerveau en tant qu'ado, que jeune adulte et puis ensuite adulte, à ce moment-là de notre vie? Vous nous dites que le cerveau est en complète et constante évolution tout au long de la vie, de notre naissance jusqu'à notre mort. Comment ça s'explique, et notamment le fait qu'avant d'être productif, on ne le soit pas forcément? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans nos neurones, qui s'explique scientifiquement, qui fait que on a plutôt tendance, vous nous l'avez expliqué, à procrastiner et à avoir un certain attrait pour les choses plutôt simples et qui ne demandent pas beaucoup de travail et d'attention de la part du cerveau? Vraiment, si on regarde la procrastination en tant que telle, on peut l'expliquer au niveau de la psychologie évolutive par un écart entre l'effort et la récompense. Si on revient à l'époque préhistorique, nos ancêtres chassaient une proie, pouvaient immédiatement se nourrir, prendre la peau pour se réchauffer, prendre les cornes potentiellement pour se battre et faire des armes. Aujourd'hui, on travaille potentiellement au niveau du salariat 30 jours pour avoir un salaire le 31e jour. Donc il y a beaucoup d'efforts à déployer pour peu de résultats immédiats. Pour un enfant à l'école, c'est pareil. C'est je travaille, je fais un devoir, j'ai les résultats potentiellement 2 semaines plus tard. Il n'y a pas assez de retour immédiat quant à l'action que j'ai fait, savoir si c'est bon ou mauvais. Et donc cet écart entre véritablement l'action et la conséquence, le résultat, la rétribution, la récompense ou autre, explique la procrastination. Et explique aussi le pourquoi du comment on va travailler souvent la veille au soir. Car là, ce n'est pas la motivation qui parle, c'est la peur de ne pas répondre à un besoin, à une attente. Donc la peur l'emporte sur la motivation. Est-ce que le sujet, c'est pas aussi que la carotte, parce que c'est ce système-là, cette récompense, elle ne soit pas forcément adaptée? Vous nous parlez typiquement des enfants qui voient le résultat d'un travail dans le cadre d'un exercice, par exemple, ou d'un contrôle 2 semaines plus tard, quand ils reçoivent le contrôle. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils attendent énormément et qui leur donne envie, justement, d'être productifs et de travailler? Dans un monde idéal, il faudrait. Et je pense que le mieux serait d'appliquer les mécanismes du jeu à l'éducation. Gagner des points, des badges, collecter des récompenses, se challenger, s'entraider. C'est très anglo-saxon, ça. C'est très anglo-saxon et c'est très animal. Comment apprennent les bébés fauves à chasser? Ils apprennent en jouant. Les enfants s'amusent entre eux à se chamailler, à se mordre, etc., à se poursuivre. Ils apprennent par ce prisme-là principalement. Aujourd'hui, on voit le jeu comme étant presque une tare en quelque sorte, comme étant de la fainéantise. Alors que apprendre par le jeu, c'est la meilleure solution pour apprendre des choses.
Vous partagez cet avis, Benoît, je vous vois hocher de la tête. Oui, complètement. Moi, j'ai deux exemples. Le premier, c'est les scouts. Mes enfants sont aux Scouts et Guides de France. Il y a des badges, il y a beaucoup d'entraide. Ouais, c'est vrai. Et le deuxième, c'est la cybersécurité, qui est mon domaine, dans laquelle on a énormément gamifié beaucoup de scénarios pour amener ceux qui sont face aux attaquants à pouvoir maîtriser l'environnement et à pouvoir répondre plus facilement et de manière moins rébarbative que simplement de lire ou d'imaginer des scénarios d'attaque. Effectivement, le système de la carotte qui marche toujours, qu'on soit enfant ou adulte. Il y a quelque chose d'autre que vous nous partagez, Jérémy, dans votre livre, c'est le fait de ne pas assez dormir ou de se coucher trop tard, qui entraîne une diminution du volume de la matière grise dans notre cerveau, et notamment et encore plus évidemment chez les adolescents où c'est amplifié. Voilà en tout cas les conclusions aussi des chercheurs de l'INSERV, de l'unité 1000 neuroimagerie et psychiatrie, qui ont étudié le cerveau et les habitudes de sommeil de 177 élèves de 14 ans. Vous faites d'ailleurs du sommeil le premier chapitre de votre livre, parce qu'en fait, c'est la base de tout. Et en fait, je l'ai sacrifié personnellement durant des années pour travailler plus, pour accomplir les objectifs. Et c'est que plus tard que je me suis rendu compte de sa valeur et de son importance. Sans compter le fait que mon premier fils n'a pas dormi durant 2 ans, ce qui forcément également accentue le problème. Bien sûr. Mais effectivement, sans sommeil, on est vraiment réduit à une portion de ses capacités. Tant chez l'adulte, que chez l'enfant. Ça se voit, un enfant qui est fatigué ou un adulte qui est fatigué contrôle moins ses émotions déjà, contrôle moins ses pulsions aussi alimentaires, et plus également dans la réaction plus que dans l'analyse. En effet, c'est le cerveau que l'on qualifie de système limbique qui prend le dessus, et non pas le cortex préfrontal qui lui est là pour mettre des inhibitions potentiellement pour dire non à des comportements qui ne sont pas désirés. Donc oui, c'est essentiel. Après, qu'est-ce que bien dormir ? Ça, c'est une grande question. Tout à fait. Quels sont les bons comportements, etc. On critique souvent les écrans, à juste titre, par rapport à la lumière bleue. Effectivement, les enfants devant les écrans, et même les adultes, à cause de la lumière bleue, en fait, voient leur mélatonine, pour simplifier l'hormone du sommeil, inhibée. Donc on passe non pas de l'éveil au sommeil facilement, comme ça devrait être le cas sans cette lumière-là. Mais la chose que l'on passe sous silence également, c'est l'impact cognitif de ces écrans-là. Quand on voit les dessins animés actuellement, ils sont de plus en plus rapides. Il y a de plus en plus de lumière, de son, et beaucoup de passages d'émotions qui sont vraiment, on va dire, en un éclair. On passe de la joie à la peur, à la tristesse, etc., sans période d'intégration. Les enfants sont surstimulés au niveau cognitif à cause de ça, ce qui peut entraver également le sommeil à ce niveau-là. Malgré les filtres jaunes, les lunettes jaunes et j'en passe. Ouais. Donc ça, c'est super important également à avoir à l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle je recommande personnellement, et c'est ce que j'applique avec mes enfants, les vieux dessins animés. Des choses qui sont posées, qui prennent le temps, où il n'y a pas des sons dans tous les sens, des rires ultra aigus. Tout ça, ça a été prouvé, c'est ce que vous nous dites. Bien sûr, l'accélération a été prouvée. Ouais. Même au niveau des adultes, quand on voit le nombre de plans par minute aujourd'hui versus il y a 50 ans en arrière, c'est exponentiel. Parce qu'il faut capter l'attention. On est à l'époque de TikTok, d'Instagram. Il faut constamment switcher parce que le switch provoque de la dopamine, de l'intérêt. Et combien de personnes aujourd'hui n'arrivent plus à regarder un film sans leur téléphone à portée de main ? Ouais. Ça démontre effectivement ce besoin constant de nouveauté et ce manque cruel de concentration aussi. L'économie de l'attention, effectivement, qui a un impact majeur sur le fonctionnement du cerveau. Ce que je vous propose, Jérémy, c'est qu'on continue à en parler parce que c'est un sujet passionnant. On va voir aussi ce qui se passe dans notre cerveau quand on dort. Dans un instant, d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. We fixed a couple broken cars and ended up with some spare parts and just had it in my mind I had to do something with these parts of cars that were going to the wrecking yard.
They're all recycled parts, let's call it. That's pretty good. Focus should be here. You know what? I'm not taking my pants. You have to have your pants. They look kind of... I was just gonna say that. You want to set the camera? Okay. Listening to music. Earbuds. Pulling your wires. Smoking. And thinking evil shit. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Jérémy Coron, spécialiste en neuroproductivité et auteur de ce livre « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif » chez Erol. Juste avant de reprendre nos discussions, Jérémy, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunenwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, on en a parlé un petit peu avec Jérémy dans la première partie du talk. Dans un monde où nos vies sont de plus en plus dépendantes du numérique, la sécurité de nos smartphones doit être évidemment prise en compte. Malheureusement, il y a de multiples raisons pour que notre smartphone vienne à disparaître et c'est bien embêtant. Et si on pense tout d'abord à la cybercriminalité, la casse, la perte ou encore le vol sont tout aussi préjudiciales. Et d'ailleurs, je crois que vous avez une idée derrière la tech pour se protéger en cas de vol, un vol en particulier. Dites-nous tout. Oui, effectivement, c'est un vol qui est redoutable, c'est le vol à l'arraché. Et il y a une raison pour cela, c'est que quand on vous vole votre téléphone à l'arraché, eh bien, celui-ci est déverrouillé. Donc, le criminel va pouvoir accéder aux informations de votre smartphone si celles-ci ne sont pas bien protégées. Et généralement, il fait cela avant de revendre l'appareil. Alors, comment justement on peut compliquer un peu la vie de ces voleurs? Est-ce que c'est possible de configurer son smartphone pour qu'il soit en quelque sorte impénétrable malgré le vol à l'arraché? Alors oui, impénétrable, c'est toujours impossible en sécurité, mais on va tenter, notamment par une meilleure sécurité. Je pense à la reconnaissance faciale ou aux empreintes digitales. Et surtout, même si on a cela, on ne met pas un mot de passe trop simple. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on oublie, ainsi que 4 x 0 sur sa carte SIM. C'est complètement déconseillé. Et il y a un point qui est important, c'est que le smartphone est une double entrée dans notre vie privée, dans notre vie numérique, à la fois parce que ça permet d'accéder aux applications qui seraient installées, je pense à la messagerie, aux réseaux sociaux, aux applications bancaires, mais aussi c'est un moyen de recevoir des codes de confirmation, que ce soit par SMS ou par authentification multifacteur, ce que l'on appelle le MFA. Alors justement, c'est quoi ce MFA? Quelle est son utilité et puis surtout son fonctionnement maintenant? Le MFA, c'est quelque chose qui peut sembler compliqué, mais qui en réalité est très simple. C'est le fait de recevoir un code, soit par SMS, soit grâce à une application, qui va faire que l'on va être sûr que la personne qui tente de se connecter est bien celle qu'elle prétend être, notamment non pas en possédant un login et un mot de passe, mais en donnant un autre élément qui fait qu'on va s'assurer que c'est bien elle. Sur quelles applications vous nous recommandez d'activer justement cette authentification à deux facteurs? Eh bien, sur les réseaux sociaux, sur la messagerie, sur les applications qui le permettent, et j'aurais tendance à dire à toutes celles qui vous autorisent à appliquer ce mécanisme supplémentaire d'authentification. Le plus étant le mieux. Précision importante et utile, le MFA est donc à activer pour ses comptes et ses applications, c'est ce que vous nous dites. Et si je comprends bien, les plus répandus le proposent. C'est en plus super simple à mettre en place et à utiliser, c'est gratuit. On va revenir aussi maintenant à vos conseils pour protéger l'accès à son smartphone, Benoît. Et oui, effectivement, on va essayer de limiter la possibilité pour les attaquants de pénétrer notre smartphone. Ça veut dire qu'on va mettre une empreinte digitale
ou une reconnaissance faciale. Et si on ne l'a pas, si on a un smartphone qui n'est pas équipé de cette technologie, eh bien on va mettre un code PIN. Et il faut que ce code PIN ait au minimum 8 caractères, 8 chiffres. Et on va éviter les signes qui peuvent être notamment vus quand il y a quelqu'un derrière notre épaule, notamment dans les transports. On va activer le verrouillage automatique, dans l'idéal immédiatement, ou alors après 1 minute en fonction des paramètres de son téléphone. Et surtout, on va faire en sorte que son téléphone, même déverrouillé, pour les applications les plus sensibles, nous redemande notre fameux code d'accès. Ça veut dire qu'il faut entrer à chaque fois ce fameux code pour accéder à l'application, même quand le téléphone est déverrouillé? Oui, pour les applications importantes, c'est important, notamment pour la messagerie ou pour les applications bancaires, parce que c'est ce qui va permettre à quelqu'un qui aurait le téléphone déverrouillé de pouvoir y accéder. Et surtout, il ne faut pas oublier de protéger l'accès à ses paramètres. Donc les smartphones modernes permettent de dire, si je veux changer un paramètre important, il faut redemander et confirmer son identité. Est-ce que tout ça, malgré tout, c'est passionnant, mais est-ce que c'est pas un peu contraignant au quotidien, Benoît? Alors, moi je le fais. Je vous invite à essayer. Si vous avez la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, vous verrez, ça peut être légèrement contraignant au début, mais on s'y fait très vite. Et puis surtout, c'est important de prendre justement toutes ces précautions. Vous nous préconisez tout de même de réagir, évidemment, le plus rapidement possible lorsque le vol survient, alors qu'en théorie, il n'est pas possible d'accéder aux données stockées sur un smartphone. Qu'en est-il exactement? Alors, les forces de l'ordre ont notamment des boîtiers qui permettent, en branchant le téléphone, de pouvoir accéder à certaines parties de celui-ci, tout ou partie. Aujourd'hui, les cybercriminels n'y ont pas accès, mais on sait qu'il existe quand même des techniques. Donc, le mieux est de faire en sorte de pouvoir bloquer et effacer son smartphone à distance. Et ça passe par une anticipation, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir le préparer, bien entendu, avant qu'on se fasse voler son téléphone. Potentiellement, dès qu'on achète aussi son portable. Vous nous proposez aussi un double conseil d'hygiène élémentaire de surcroît. Vous préconisez notamment l'installation d'un antivirus sur les smartphones Android. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Et oui, parce qu'un smartphone, c'est avant tout un ordinateur. Alors pour les plus anciens qui ont connu l'ordinateur familial dans le bureau, eh bien, on avait le réflexe d'installer un antivirus. Aujourd'hui, le smartphone, il est tout petit, mais ça reste quand même un très gros ordinateur. Et ce fameux antivirus, si il est récent, il va notamment vous apporter une fonction anti-vol que l'on va pouvoir activer, notamment en envoyant un SMS au smartphone. Et comme ça, on va pouvoir le bloquer et l'effacer. C'est magique. Une assurance cyber, est-ce que ça peut nous aider aussi, Benoît, en cas de vol ou de perte? Alors oui, l'assurance cyber va nous aider notamment à couvrir des frais si on doit racheter un téléphone ou si on doit faire face à des dépenses qui sont occasionnées par le vol du téléphone. Mais il y a un point très très important, c'est que l'assurance cyber ne vous ramènera jamais vos photos ou vos données privées. Donc si vous avez des souvenirs qui sont des photos de vos enfants ou de vous, eh bien malheureusement, l'assurance cyber ne les ramènera pas. Il y a une solution. C'est la sauvegarde. La sauvegarde, le cloud évidemment, et puis tous ces sujets dont vous nous parlez régulièrement ici sur le plateau de l'École du Futur. Merci infiniment Benoît pour cette chronique. On se couche toujours moins bête quand Benoît et nos chroniqueurs sont là en plateau. Merci infiniment. Et puis Benoît, on va continuer à parler justement de l'impact aussi du numérique, notamment sur notre cerveau avec vous Jérémy. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. On continue d'en parler avec vous, Jérémy Coron, spécialiste en neuroproductivité, je vais y arriver, auteur de ce livre « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif », disponible depuis quelques jours chez Erol. En fin de première partie, vous nous disiez justement que ne pas assez dormir ou se coucher trop tard, ça entraîne une diminution du volume de la matière grise chez tout le monde, y compris chez les jeunes, phénomène qui s'accentue effectivement pendant l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe concrètement, Jérémy, quand notre cerveau dort? Est-ce qu'il y a des cellules qui se régénèrent? À quoi ça sert et pourquoi c'est important de dire aux enfants et aux adolescents qui nous écoutent, et même à leurs parents, que bien dormir, c'est essentiel? Très intéressant. On peut découper le sommeil en 2 phases principales, on va dire. Il y en a 3 réellement, mais on va accentuer sur 2 phases, que sont le sommeil dit paradoxal et le sommeil dit profond. Et en fait, chacune de ces phases a son rôle qui est propre. Le sommeil profond va régénérer, vulgairement parlant, tout ce qui est physique, les blessures, les inflammations, etc. Et le sommeil dit paradoxal est plus au niveau cognitif. Donc potentiellement le traitement des informations apprises durant la journée et le tri de ces dernières. Est-ce qu'il faut les conserver, donc les implémenter dans la mémoire dite à long terme, ou est-ce qu'il faut les supprimer parce qu'elles n'ont pas d'intérêt? Déjà, en termes d'apprentissage par rapport aux enfants, suffisamment dormir est nécessaire par rapport à ça. Ensuite, ce qui est intéressant de comprendre par rapport à ces phases-là, c'est qu'elles sont dites asymétriques. Autrement dit, on commence la nuit avec davantage de sommeil dit profond, et on conclut la nuit avec davantage de sommeil dit paradoxal.
en fait, les proportions s'inversent au fil de la nuit. Pour quelle raison? Une théorie que j'aime bien par rapport à ça, c'est le fait qu'au niveau évolutif, se régénérer physiquement est plus important que de se régénérer cognitivement. Si jamais au cours de la nuit, il y a une attaque, un prédateur ou autre, si on est régénéré physiquement, on peut lutter. Si on apprend bien les choses, il y a moins d'intérêt pour lutter face à un prédateur. Donc d'où l'importance effectivement d'observer 8 heures de sommeil, entre 7 et 9 heures pour être précis, pour avoir justement l'ensemble des cycles correctement répartis au cours de la nuit. Car si malheureusement on se réveille trop tôt, c'est justement l'intégration de la mémoire qui va nous faire défaut. Et ça, c'est un véritable problème. Parce qu'en plus, plus le problème va s'accentuer, plus les dégâts seront profonds en quelque sorte. Donc, encore une fois, il y a une partie régénération physique et une partie régénération dite plus cognitive. C'est facile pour un adolescent de dormir 8 heures par nuit? Alors, oui, s'il n'y avait pas d'école. Je m'explique. Alors, c'est ça le sujet. Parce qu'aujourd'hui, l'école, elle commence entre 8h et 8h30. Est-ce qu'elle devrait commencer plus tard? En fait, on a ce qu'on appelle des chronotypes différents. Un chronotype, c'est quoi? C'est grosso modo, si on simplifie les choses encore une fois, mes horaires naturels de coucher et de lever. D'après les travaux de Dr Michael Breus, il y a 3 chronotypes principaux et un secondaire. Parmi les 3 principaux, on a le lion, l'ours et le loup. Donc, le lion se lève tôt le matin, se couche tôt le soir. Le loup va se coucher tard le soir et se lever tard le matin, et l'ours se lève et se couche au rythme du soleil. Naturellement, les adolescents sont davantage du profil loup, donc ceux qui vont naturellement se lever tard le matin et se coucher tard le soir. Donc en forçant un réveil prématuré le matin, ça peut poser problème par rapport à ces adolescents. Donc malheureusement, même pour les adultes qui sont encore profil loup, le monde actuel n'est pas designé pour eux, et ça c'est un véritable problème encore une fois. Donc pour pallier à ça, on peut s'exposer efficacement à la lumière du soleil. Je m'explique. Ce qui vient donner le timing du chronotype, et donc de l'horloge biologique, c'est véritablement la lumière du soleil. Celle qui vient enclencher la production de cortisol le matin et inhiber celle de mélatonine le matin également. Rappelez-vous, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, et le cortisol, l'hormone de l'énergie, on va dire. Donc en s'exposant quand on est adolescent assez tôt à la lumière du soleil, on vient amorcer l'éveil plus efficacement. Donc on vient enclencher l'éveil plus tôt que prévu, ce qui vient également enclencher le sommeil plus tôt que prévu. Donc ça, c'est une bonne stratégie pour les adolescents pour avoir ce quota d'heures dont on vient de parler à l'instant. Mais effectivement, on n'apprend pas ça à l'école malheureusement, et les gens qui naturellement se lèvent tard le matin sont défavorisés par rapport aux autres. Oui, tout ça est une question aussi, on comprend, d'horloge biologique. Bien et sûr. Puis un autre conseil qu'on peut donner aux enfants que vous nous avez donné en première partie du talk, c'est le fait de ne pas utiliser ni son portable, ni toute exposition aux écrans bleus avant de dormir. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être aussi responsable de certains de ces maux? Quel est son rôle aujourd'hui? On sait qu'elle est de plus en plus utilisée chez les jeunes et les adolescents. Est-ce que vous y voyez un lien de cause à effet? Moi, je vois un véritable problème par rapport à l'IA, malgré le fait que je m'en serve au quotidien, mais on va dire de la bonne façon en quelque sorte. Le problème de l'IA, c'est qu'on se fait l'économie de l'effort pour avoir un résultat. Et ça, c'est un véritable problème. On le sait très bien en neurosciences, même par expérimentation, c'est quand on fait un effort qu'on intègre quelque chose. C'est quand on fait de la musculation, qu'on développe du muscle, c'est quand on apprend potentiellement une discipline, qu'on vient la maîtriser. Et c'est pas en prenant un raccourci qu'on y parvient. Pourquoi? Parce que là où l'effort modifie structurellement le cerveau, le raccourci ne le fait pas. Donc on ne vient pas intégrer des informations sans effort nécessaire. Et ça, on le voit très bien. Combien de scientifiques ont eu des moments eureka en marchant pour se rendre à la bibliothèque? Vraiment en intégrant l'information qu'ils allaient chercher ou qu'ils venaient d'apprendre à l'instant même. Et sans l'intégration nécessaire, le travail de recherche, et même le fait de faire des liens, intelligence vient de interliquere, donc faire des liens entre des domaines, on n'apprend pas réellement. Et l'IA nous économise justement ce travail de faire des liens au quotidien. Et nous prémâche le travail. Vous partagez cet avis, Benoît? Oui, je partage cet avis. J'apporterai peut-être une précision, c'est que l'IA peut tout à fait nous amener vers des raccourcis, mais quand on regarde comment utiliser notamment les IA génératives, si on veut avoir des bons résultats, il faut faire une succession de prompts. Et donc finalement, quand l'IA va nous générer un résultat, on va devoir l'intégrer et puis créer d'autres, lui demander de créer d'autres résultats en modifiant ou en améliorant notre prompt. Et je me souviens par exemple d'un concours artistique où la personne qui avait réalisé un tableau avait rentré plus de 1000 prompts avant d'arriver au bon prompt. Et pour le coup, là, il avait vraiment fourni un effort important en maîtrisant l'IA et pas en l'utilisant simplement comme un vulgaire outil. Après, faut-il encore en avoir conscience, malheureusement? Toute la question est là.
Oui, et puis c'est un travail de formation aussi, on imagine, notamment chez les jeunes, et puis de travail sur ces enjeux. Mais il y a aussi voilà, des limites comme tout, de toute façon, des limites et des opportunités, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle chez les jeunes. Merci en tout cas beaucoup à vous, Jérémy, Merci à vous pour l'invitation. Parmi nous aujourd'hui, je rappelle que vous êtes spécialiste en neuroproductivité et auteur de ce livre, Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif, disponible depuis quelques jours chez Erol. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, Benoît Grunewald, d'avoir été avec nous aujourd'hui en plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis vous savez, rendez-vous dès demain à 12h30 sur School TV pour un nouveau numéro de l'École du Futur. Et puis d'ici là, passez une très bonne journée.